Alors, bonsoir. Bonsoir. Bon, nous revoilà, cher Alain, pour une petite conversation. On a attendu ça depuis très longtemps. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour quelqu'un de l'univers de la littérature française. Et à l'Académie même, on a... Voilà. René de Obaldia a 100 ans aujourd'hui. Il a chanté à l'Académie aujourd'hui, on n'a pas tous les jours 20 ans. Alors on lui a demandé pourquoi, enfin, quel est votre secret pour vivre aussi longtemps. Il a dit chaque soir, j'ai lu 2 ou 3 pages d'Obaldia. La vanité garde. Il garde en vie, il est drôle. Il a pris l'habitude depuis quelques mois de me dire, il m'appelle Monsieur Dany, et que j'ai l'impression d'être plus âgé que lui. Je l'appelle René, qu'il a l'impression d'être plus jeune que moi. Et il me dit à chaque fois, Monsieur Dany, vous savez, hier soir, je rentrais chez moi. Alors il y avait un chien qui habite... Ah non, on en reparlera. Alors, maintenant, tout ce qu'il dit, c'est on a tout le temps devant nous. Donc voilà, il a 100 ans aujourd'hui. L'auteur de, je crois que notre ami, mon éditrice ici, doit bien le savoir parce qu'elle a joué dans cette pièce. C'était quoi encore, Laure Leroy? Du vent dans les branches de sassafras. Voilà. Du vent dans quelque chose. Je me souviens, je l'avais vu quand j'ai participé au jury du prix des 5 continents de la francophonie. Donc à l'époque, il devait avoir peut-être déjà 90 ou 92 ans. Donc il regardait avec impatience l'approche de son centenaire. Et à ce moment-là, quand il pensait m'expliquer qu'il était très vieux et fatigué, je lui ai dit que vous ne pouvez pas savoir parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est mort à 112 ans. Et là, il m'a regardé, il dit que eh ben, c'est le grand-père Massengo qui avait le même côté agile, le côté un peu l'œil vif. Et le vieux Massengo, à 100 ans, il grimpait encore aux arbres, ils allaient chercher les noix de palme et il ambitionnait de prendre une 12e épouse. Donc, je veux dire que l'âge... Ça veut dire que c'est l'ambition qui garde. L'ambition qui garde. À 100 ans, c'est vrai que... Non, René est très vif. À l'Académie, il est assis pas loin de moi. Et souvent, comme il ne prend pas la parole, souvent, presque pas du tout, j'ai dit, mais René, tu ne parles jamais. On est au théâtre ici. Donc il regarde ce théâtre de 39 acteurs, 39 comédiens qui jouent une pièce depuis 450 ans qui s'appelle Le Dictionnaire. Il regarde ça avec... Et j'étais très content, j'ai fait toutes ces photos à peu près. Et celle-là, j'ai bien aimé parce que on a l'impression qu'il tient une canne. Et non, il se tient au bout de son doigt. Et on a l'impression de... Borges a une photo comme ça, et où il est dans le hall d'un hôtel vide, avec sa canne. Il y a d'autres photos, il sourit, mais j'ai voulu garder cette photo où l'on sent vraiment, il est implanté, l'œil est vif, comme tu as dit, lucide, la posture est forte, et il est présent. Il est présent avec son humour si fin, si doux et tout. Mais voilà, c'était ça. J'ai voulu commencer par une actualité littéraire. Et bon, voilà. On peut commencer la conversation. Il faisait froid, je pense, ce jour-là. Hein. Moi, c'est à Montréal. Hein. Je venais d'arriver. Dany aime beaucoup marcher dans le froid. Moi, j'ai toujours froid par les pieds. Et donc, on a essayé de marcher, de regarder un peu dans ce Montréal, un peu dans sa blancheur de la neige. Et je pense que ce jour-là, je ne sais pas si on allait manger quelque chose chez notre ami éditeur commun, Rodney Saint-Éloi. Mais c'est toujours ainsi, quand on arrive dans une ville, quand on est tous les deux, on marche. Là, c'est une ville connue des deux, puisque j'avais failli habiter pratiquement à Montréal quand j'avais quitté le Michigan
parce qu'à cette époque-là, Rodney Sainte-Éloi voulait que j'aille peut-être à l'université de Montréal, et puis l'occasion et l'opportunité d'aller plutôt du côté de UCLA s'était fait sentir. Donc quand je revois cette photo, j'imagine un peu les conversations. C'est toujours bien de parler de la France, du Congo, d'Haïti ou des États-Unis lorsqu'on est dans un autre pays, et c'est peut-être ce que nous étions en train de faire. C'est vrai, ce goût de la conversation. Moi, ce que j'aime aussi dans Montréal, et j'étais très content d'atterrir à Montréal avant d'aller nulle part, et parce que d'abord, c'est une ville qui est si opposée presque à Haïti, pour diverses raisons d'ailleurs, que j'avais résumé en une phrase. Et les Haïtiens n'ont rien sauf l'indépendance. Le Québec a tout sauf l'indépendance. Donc pour moi, c'était cela. J'avais enfant rêvé. C'est une sorte de... Oui, c'est une rêverie d'enfant de visiter un jour une ville complètement différente. Alors dans ma rêverie personnelle, c'était une ville avec un ciel jaune, des rivières rouges. Enfin, je ne pensais pas que les villes se ressemblaient un peu. Mais en arrivant à Montréal, j'ai senti qu'un paysage peut être différent d'un autre. Et quand on vient de cet été éternel et qu'on arrive dans cet hiver éternel, quand je vais dire un matin, quelqu'un, le concierge est venu frapper à ma porte pour me dire de regarder par la fenêtre, et Oscar Wilde dit, un gentleman ne regarde jamais par la fenêtre. Et donc, j'ai regardé et j'ai vu Montréal couvert d'une mousse blanche et extraordinaire. Et j'ai été impressionné. Je ne savais pas qu'on pouvait colorer une ville. Colorer. Et vu de la fenêtre, c'est extraordinaire. Et mieux encore que la neige qui tombe, cette neige fraîche, magnifique, et c'est quand ça tombe en dessous de zéro et assez longuement, et qu'on voit les arbres, les branches, et pliées légèrement, ondulées presque des fois, et sous la glace. Et ça fait comme une sorte de féerie extraordinaire, les lumières sur la glace qui sur les branches. Et j'étais ému. Et la mer des Caraïbes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'appelle dans son ventre liquide. J'ai envie de plonger. Mais la neige, j'ai été vraiment, vraiment ému, ébloui, jusqu'à ce que je descende dans la rue. Parce que ce qu'on voit pas, tout à l'heure, Alain parlait de la neige, du froid, et on ne la voit pas. C'est pire quand on ne la voit pas. C'est pire, parce que quand elle tombe, ça veut dire qu'on est descendu, et on a réchauffé. Et quand elle tombe, c'est quand on passe de 30, mettons, à 10 degrés, il faut presque atteindre presque zéro pour qu'on a la neige. Donc c'est bon signe quand elle tombe. Et quand on ne la voit pas, c'est terrible, c'est la glace. Et c'était bizarre puisque j'avais quand même déjà l'expérience de 4 années d'hiver dans le Michigan. C'est-à-dire que lorsque j'étais arrivé, c'était vraiment... en habitant à Paris, on n'a pas la taille de la neige. Et un jour, il neigeait tellement toute la nuit que l'université avait fermé, les magasins, il n'y avait plus rien. Et moi, j'avais acheté une petite voiture à l'époque. Et j'arrive comme ça, il n'y a plus ma voiture. Et le voisin me regardait à gauche, il dit, excusez-moi monsieur, vous cherchez la voiture? Oui, il faut creuser. Donc, il était en bas. Et j'ai commencé à creuser ce chantier. Alors, donc, quand tu vois la neige, ça me fait toujours la sensation d'une voiture qu'il faut rechercher sous cette neige-là. C'est bizarre, les photos. Moi, j'ai toujours cru que, beaucoup plus que les images qui bougent, c'est-à-dire le cinéma, le film, j'ai toujours cru que les photos ont une puissance évocatrice plus forte, l'image figée des fois. Et puis aussi, ça touche beaucoup plus fortement à l'imaginaire. Vous savez ce qu'il est en train de me dire là? Ne relève pas la tête, il y a une fille en face qui te regarde. En plus, c'est vrai. Hein? Ça a l'air de secret extraordinaire. On a l'impression qu'on est au plus profond. On est en train de partager, pas un conseil littéraire, un secret littéraire. Et en fait, la fille attendait peut-être de prendre une photo. J'ai dit, ne relève pas la tête. Il y a une très belle fille qui est en train de regarder. Voilà. Et elle lui dit, continuons la conversation. Mais oui, parce que
nous sommes tous habités par le charme du bel indifférent. Donc il faut donner l'impression qu'on ne voit pas. Et plus il me dit ça, plus je m'enfonce dans mon intériorité. Parce qu'il suffit d'un léger regard. C'est comme pour... Hein, les filles ont l'œil de la caméra, donc il suffit de regarder la caméra une seconde et vous allez rompre le sortilège. Alors, je n'ai même pas osé penser que je pourrais regarder. Et c'est aussi ça, et l'écriture, je crois. Je crois que l'écriture, c'est de permettre au lecteur de regarder par le trou de la serrure et de vivre à l'intérieur de la chambre comme si il n'y a pas de lecteur. Le seul que je connais, bon, il y en a plusieurs, qui peut rompre avec cette méthode et rester quand même à l'intérieur de son récit, c'est Woody Allen. Il l'a fait dans quelques films, et dont je me souviens, c'était Annie Hall, quand il s'est retourné vers la caméra, dans une discussion que nous avons, une réflexion que nous avons tous eue, et à l'intérieur de nous, dans une discussion, il discutait avec sa femme, c'était Diane Keaton, enfin, qui était dans le film, et à un moment donné, il a dit quelque chose, elle a fait une réponse, clairement entendue, et elle a dit qu'elle n'avait pas dit cela. Alors là, c'est le rêve, on imagine si elle avait été enregistrée, il n'y aurait plus de conversation. Alors il s'est retourné vers la caméra pour dire, ouais, vous voyez la situation, les gens, c'est comme ça, on n'arrive pas à aller plus loin et dans cette conversation. Alors au fil de cette petite conversation, je vais souvent présenter les images et il arrivera une fois ou deux que je vais me tromper dans la manipulation d'images. Il vient tout juste de l'apprendre et il est tout fier de passer à gauche et à droite dans ces images. Mais je pense que c'est notre faculté parfois de trouver des endroits ou des lieux pour discuter en secret. Mais c'est aussi des lieux qui fondent et peut-être aussi notre imagination, ce qui crée peut-être le secret, la discussion. Moi, quand je vois une photo comme celle qu'on a vue tout à l'heure, j'ai le sentiment que je sais ce qu'on s'était dit, et ce qu'on s'était dit est tellement lié à notre complicité qu'il est difficile vraiment de l'oublier. C'est pour ça que je prends beaucoup parfois des photos, et quand je vais écrire, immédiatement c'est plus simple. Parce que je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut avoir une relation homosexuelle avec quelqu'un sans sexe? Parce que le goût, c'est vrai, chaque fois qu'on se rencontre, on s'approche toujours de nos chaises et on fait des espaces. Et sans arrêt, et nous sommes protégés par le toucher, puisqu'en Haïti, on peut se parler. Je me souviens, enfant, quand je venais à l'école avec mon ami, et même les adultes, les hommes, ils se tiennent par la main. Oui. Donc on peut le faire sans... Mais c'est vrai quand même que beaucoup de gens sont jaloux de cette proximité, de ce goût de la conversation à voix basse, de cette façon de se retrouver instantanément et de vouloir se partager des choses sans aucune valeur, sauf pour soi. Et c'est vrai, de se dire des choses, de se révéler. Ben, d'abord, le premier principe, c'est que il faut... C'est un club d'admirateurs qui s'auto... Il faut que je commence par lui dire que son dernier livre est magnifique. Et je lui rends l'appareil. Mais ces lieux fondateurs dont il parle, qui structurent notre sensibilité, et ce sont les lieux de l'enfance. Très, très important, parce que quand, à travers même cette photo originale, triptyque, la mer, l'océan Atlantique de Pointe-Noire, moi, j'ai toujours cru qu'en tant qu'écrivain, on va toujours dans ce que Modiano appelle le vestiaire de l'enfance. On va bousculer les meubles qui sont à l'intérieur, on va déplacer les habits qui sont trop petits pour les porter, mais l'écrivain fait de sorte pour redevenir petit et entrer dans ses habits. Donc, un lieu fondateur pour moi comme Pointe-Noire est important, parce que j'ai remarqué qu'un écrivain sans un lieu géographique d'ancrage ressemble vraiment à quelqu'un qui est perdu, et le lecteur le sent. C'est-à-dire qu'il roule à gauche et à droite, mais il n'y a pas une sorte de lieu de gravité. Et pour moi, Pointe-Noire, c'est le refuge. J'ai l'impression, même si je ne suis pas physiquement,
Le refuge et la source aussi. Et la source. Parce que je crois que le lieu de l'enfance, c'est le seul lieu qui permet la répétition. Et si on répète les choses pour lesquelles on a du talent, et les sauts périlleux, les saltos arrière, double salto arrière, on finit par agacer. Mais l'enfance, les petites parcelles de sensibilité qui viennent de l'enfance, on peut les répéter. Je ne sais pas combien de fois. Une fois, ma soeur m'a dit, mais est-ce que tu vas arrêter de dire que ta grand-mère avait une cafetière? J'ai dit, je n'arrêterai jamais parce que, en fait, j'arrêterai un jour si on arrête dans les avions de dire comment mettre la ceinture de sécurité. Donc, il y a toujours quelqu'un dans l'avion qui fait un premier voyage. Et tout le monde s'en fout en général. Hein. De toute façon, à chaque fois, il y a je crois que la littérature, que ce soit de plus en plus, je crois qu'il y a une littérature orale, et qui est aussi forte, aussi ancienne que la littérature écrite. Et je crois qu'elle naît aussi, qu'elle se fait par la répétition, le ressassement. C'est comment renouveler la même petite histoire. Et on n'en a pas beaucoup dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme histoire, vraiment? Parce que nous sommes un peu nombreux. Et chacun nous tenons à notre petite histoire. Et les gens adorent le malheur. C'est des choses qui marquent beaucoup plus fortement que le bonheur. Et moi, j'avais tenu une histoire du bonheur. Cette vieille dame avec une tasse de café et qui fait de l'endroit où elle s'assoit le centre du monde, comme étant le lieu du passage et le lieu de l'échange. Ben, je ne vais pas lâcher ça une seconde. C'est comme quand Coca-Cola avait laissé tomber pour faire comme Pepsi, mettre du sucre dans son affaire. On ne lâche pas une bonne histoire qu'on tient. On y va jusqu'à ce qu'un lecteur vous tue. Parce qu'il y a des gens qui sont étrangers, ils achètent tous les livres que vous écrivez. Mais c'est normal que je me répète, mais ce n'est pas sain, c'est pervers d'acheter tous les livres d'un auteur. C'est vrai, parce que vous allez voir qu'il se répète, quel qu'il soit. Homer avait raison, il n'en a écrit que 2. Mais d'ailleurs, de toute façon, quand on lisait, comme ici, on voit quand j'étais en train de lire. Curieusement, le livre que j'étais en train de lire, c'est un Gérard de Villiers. Voilà. Grande littérature. Voilà, grande littérature. Donc, j'étais en train de lire Gérard de Villiers parce qu'on avait, à cette époque, dans notre jeunesse, un monsieur qui travaillait au port de Pointe-Noire. Et chaque fois, les livres arrivaient par bateau. Et lui, il en subtilisait, il amenait chez lui et il les gardait là-bas. Et son enfant les subtilisait pour venir nous les vendre puisqu'on était la parcelle voisine. Donc, du coup, on avait toujours parce que les gens voulaient les Gérard de Villiers, les SAS. Et donc, du coup, je l'ai acheté avec eux, j'ai commencé à lire et je retrouvais avec bonheur le même personnage, Malcolm Lynch, à cette époque-là, donc son personnage principal. Est-ce qu'il est vivant, Gérard de Villiers? Quelqu'un peut l'appeler pour lui dire que à la maison de la poésie, vous êtes en train amplement de le citer. Je crois qu'il a un peu mal viré, non, à l'extrême droite. Hein. C'était déjà. S'il savait qu'il était adoré par l'Afrique, il tempérerait un peu son caractère politique. Hein. Donc on le lisait avec plaisir et c'est quand même curieux parce que celui qui est à ma droite, donc de votre côté, à votre droite aussi, Paul Moubembe, il habite à Lyon. Et à cette époque, il se moquait toujours de moi parce que je me promenais toujours avec un livre. Ça faisait plaisir dans la rue, que les filles vous voient passant avec un livre, vous n'avez plus de discussion à faire. Et le col Mao bien fermé. Et à cette époque-là, j'avais un excédent de chevelure capable de rivaliser. Mais le col Mao, c'est pas ça qu'on appelait abaco? Abacoste. Abacoste, ça veut dire abat le costume. Hein? Abacoste. Mais parce que la veste traditionnelle comme celle-là et la cravate symbolisaient pour nous la veste des Occidentaux. Donc ou les valets de l'impérialisme. Et donc, ou les valets de l'impérialisme. Et donc, on cite son dernier roman, Les cigognes sont éternelles, où on était toujours des valets. Immortel, dit quelqu'un. Immortel. Mais moi, ce que je vois dans ces photos, d'abord qu'elles sont magnifiques, des vocations, comme je disais tout à l'heure, et on dirait des notes de musique un peu éparpillées sur une portée. Et ces jeunes gens, cette photo est d'une netteté. Et
Donc je vois la beauté de l'image et le goût de l'alphabet, le côté affamé des lettres. Parce que la question se pose, comment la sensibilité d'un lecteur se révèle? Et c'est très étrange. Et notre sensibilité a commencé par la répétition, c'est-à-dire qu'un enfant, si je prends ma fille cadette, elle a lu Cendrillon 300 fois. Elle avait un projet encore plus ample pour Blanche-Neige. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas banal. C'est-à-dire que nous avons commencé par la répétition et c'est comme ça que le goût de la lecture. Et je crois que le sens critique a commencé là. Et aussi le respect aussi de la lecture et du texte. Essayez, avec un enfant qui ne sait pas lire, de sauter une page. Un mot même parfois. Un mot, il ne sait pas lire et en même temps rapidement. Donc pour les gens, quand on parle, d'ailleurs en Afrique, personne ne soulignera, et enfin en Afrique, je dis, l'Afrique ça n'existe pas, on était plutôt au Congo, l'Afrique dans le sens que c'est plusieurs pays, c'est pas l'Europe, ça n'existe pas non plus, c'est des pays. Et je veux dire, cette globalisation n'existe pas en réalité. Quand on dit l'Afrique, c'est très étrange. Mais le goût qu'on a, quand on a 10 livres dans sa bibliothèque seulement, dont, je me souviens, mettons qu'on avait 20, dont au moins 7 manquent les premières pages et la couverture. C'est bien plus tard, des années plus tard, qu'on va découvrir quel était l'auteur de ce livre. C'est extraordinaire aussi de penser que pendant un moment, un temps très long, on a lu des livres sans savoir le nom des auteurs. Il faut être un enfant pervers pour savoir que c'est Perrault qui a écrit, je ne sais pas, que c'est les frères Grimm. Il n'y a aucun enfant qui dit « je lisais dernièrement un livre des frères Grimm ». Il faut être pervers. La littérature a commencé par l'anonymat. Et donc ça veut dire que nous étions plus intelligents, puisque nous faisions confiance à ce que Borges a fait à un de ses amis qui lui a envoyé une fable, un conte, et Borges a dit « votre fable est si belle qu'elle mériterait d'être anonyme ». Donc nous avons commencé par des livres classiques, des livres éternels, et puis après, bon, on a lu de La Ferrière et de Babankou. Bon, je pense que l'anonymat est essentiel, hein. Nous ne cherchons pas. C'est comme on ne savait pas que les livres étaient traduits. Quand vous êtes en train de lire Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer, puisqu'il y avait toujours des versions illustrées ou quoi, on croyait que Ernest Hemingway, c'est quelqu'un, voilà... Un voisin. Voilà, un voisin. Donc on lisait ça, on imaginait. Et si vous étiez en train de lire quelques pages extraites de La Gare Michard, des pages de Proust, ben, il fallait remplacer un peu le côté bourgeois avec un peu une idée, bon, quand on a dit telle chaise ou tel salon, ça peut être comme le nôtre, mais un peu plus propre. Donc on imaginait comme ça. L'écrivain, c'est ce qu'on... Tu dis souvent hein, qu'on prend toujours la nationalité de l'auteur qu'on est en train de lire, mais on ne savait pas. Moi, je savais pas quelle était la nationalité de Victor Hugo. On demandait Victor Hugo, c'est qui? Non, c'est quelqu'un qui écrit des récitations. Et ça suffisait. Hein, c'est le vieux monsieur qui a la barbe et qui écrit des récitations pour les enfants. Donc, c'est vrai, voilà. Les enfants, tout à l'heure on parlait à l'académie, et on parlait de Victor Hugo. Et quelqu'un a parlé qu'il connaissait bien les Daudet d'ailleurs, qui était un ami de Hugo, et les enfants qui jouaient ensemble, quand ils voyaient passer au loin Victor Hugo qui réfléchissait à ses amplitudes, la légende des siècles et autres, et comme ça un peu, et les enfants s'en moquaient en les appelant les enfants Hugo, et les enfants Daudet, on l'appelait siècle avait 2 ans. Regarde, le siècle avait 2 ans. Parce que précisément, les récitations, déjà, eux étudiaient à l'école le texte de leur grand-père, le poème de leur grand-père, ce siècle avait 2 ans. Et c'est vrai que c'est une panique quand on commence à écrire de quoi qu'on finira peut-être un jour par emmerder les enfants. Et c'était pas cela le but. Le but, c'était d'amuser tout le monde. Ce lieu fondateur qui révèle et structure les sensibilités primitives, je l'ai connu à Petit Gouave, dans ce décor en Haïti,
dans ce décor où l'espace est là, les arbres, et aussi le cimetière est toujours souvent à l'entrée de la ville, et dans certaines villes, comme pour rappeler aux visiteurs, dans certains westerns aussi, on voit ça, pour rappeler aux visiteurs que nous sommes d'abord des mortels. Je me souviens, jamais je n'ai autant pensé à la mort qu'à Petit Goâve, et parce qu'il y a cette tranquillité, il y a cette façon, par exemple, il y a toujours un cimetière, disons, général, et puis chacun avait son petit cimetière privé, et on avait une tombe dans la cour et de la maison, sous le manguier, et cette tombe, on n'a pas su très bien qui en était le propriétaire, enfin il est mort bien sûr, et on n'a pas su très bien, mais tout ce qu'on faisait avec, c'est étendre le linge, on mettait le café, on mettait le café à sécher, les cerises, on mettait, donc cette tombe avait une multiple possibilités et nous aidait à chaque fois, et la mort était constamment présente. Je me demande si ce n'est pas la présence de cette tombe qui la rendait si intime. Et chaque matin, ma grand-mère s'asseyait pour boire son café sous le manguier avant d'aller sur la galerie. Et il y avait toujours une rangée de canards qui s'approchaient d'elle. Et l'un d'eux, le plus massif et le plus agressif, hurlait des coins sonores. Et ma grand-mère calmement me dit, ne l'écoute pas. Il me dit la date de ma mort, et comme ça ne m'intéresse pas, ça l'énerve. C'est vrai qu'il y a dans les rapports avec les animaux et les humains cette difficulté de communication sur l'essentiel. C'est vrai qu'en regardant cette photo de Petit Goâve, Haïti, ça me redonne aussi la même cosmogonie, la même façon de penser la mort en Afrique. À la différence ici, en général, pour vous, les cimetières sont à l'entrée du village. Nous, c'est à la sortie du village. Comme pour dire, voilà, vous rentrez, mais attendez, vous finirez par sortir de l'autre côté. Et la première fois que j'avais eu une expérience avec un cimetière, parce que j'avais toujours, les Congolais, on a peur de la mort, parce que quand quelqu'un mort, on fait balader le cadavre dans tout le quartier. Il faut que vous voyez, hein, il doit dire bonjour à tout le monde. Et nous, tout petits, quand on voyait arriver le cadavre, il fallait tourner le dos au cadavre, sinon si vous le regardez trop, il va photographier votre visage, vous serez le prochain. Donc quand on entendait un cadavre arrive, on tournait le dos au cadavre. Et un jour, je vais avec, tout à l'heure on avait une photo où j'étais avec les autres amis, j'étais allé dans leur village. Je ne savais pas, on est arrivé dans la nuit. Et on avait des sacs avec nous. Et puis il me dit, attention, avant d'arriver, il n'y a pas de lumière. Hein, c'est-à-dire, c'est dans la brousse, il n'y a pas de lumière. Ils ont le souvenir simplement par instinct de chemin. Et il y a une petite voie goudronnée avant d'arriver chez eux, donc vous devez marcher à peu près une demi-heure. Mais il me dit, il y a une petite voie goudronnée, mais à côté, il y a une maison hantée. Donc, quand on y va, on ne sait pas ce qui va se passer, il faut y aller doucement. Et nous, on arrive, au moment où on arrive à peu près à 100 mètres de la maison hantée, on entend du bruit sur le bitume. On s'est tous enfuis, mais en fait, c'est quelqu'un qui passait avec son sac de voyage qui le faisait rouler. Et puis on passe. Je signale que c'est interdit à Venise. Oui, c'est plus m'étu. On arrive à l'intérieur de la maison, on traverse, on rentre. Il était 4 heures du matin, non. 2 heures du matin, je demande, mais je vais aller aux toilettes. Il me dit, c'est dehors. Donc, je dois encore retraverser la cour pour aller dans un petit buisson et je vais faire les toilettes tranquillement, je fais pipi. J'avais vu une lampe allumée à côté. Je me suis dit, bon, ils ont oublié une lampe. Le lendemain, quand je me réveille, j'étais allé faire pipi en plein milieu d'un cimetière qui est juste à côté de la maison. Et depuis ce jour, quand je vois les cimetières, je pense à cette frayeur que j'avais. Je ne sortais plus. Hein. Le soir, je n'avais plus envie de faire pipi tellement le cimetière était à côté. Et la voilà, celle que je vous avais promis un jour de vous présenter. C'est Da, celle qui a tenu dans sa tasse de café ma grand-mère et tout l'univers et aussi tout le monde de la création. Parce que, comme je le dis, le répète 1000 fois pour le nouveau voyageur, attachez votre ceinture et puis vous tirez. Et
c'est elle qui, elle était très jeune à l'époque, très jeune, je veux dire, par rapport à ce que, elle était déjà ma grand-mère, et elle va durer plus longtemps. Elle aura plus tard les nombreux sillons sur le visage qui formeront les lettres de l'alphabet. Et c'est elle qui s'asseyait sur la galerie et avec sa tasse de café, sa cafetière et le café qu'elle offre à ceux qui passent et qui permet les échanges, les conversations, le partage des intimités et de la vie quotidienne et ordinaire et qui fait qu'elle reste dans ma tête comme la narratrice absolue et celle qui, sans bouger, et finit par tisser et retisser et toute la mémoire de la ville et aussi intervenir. C'est le vieux rêve de la littérature, c'est la vieille promesse. Comment intervenir dans la vie réelle. Elle intervenait. Elle pouvait dire différemment, et dans la cosmogonie grecque et romaine, elle pouvait dire à Absalom, qui venait lui dire « Je viens de croiser » et Jéroboam, on a des noms comme ça en Haïti. Il n'y a personne qui a un nom normal. Nabu, c'est Nabucodonosor. Parce que là, c'était trop long. Et que si Jéroboam ne t'a pas salué, c'est pas